Bonjour, c'est Cryptolyse. Alors je vous présente une petite vidéo particulière pour ce dimanche qui est mon top pour 2023, qui représente un certain nombre de coins que je vous ai déjà présentés, mais aussi avec une partie de projets sur lesquels il n'y a pas forcément de listing, mais qu'il va falloir surveiller, parce que ça peut être des projets qui sont fondamentalement intéressants et dans lesquels on pourrait avoir une expansion en 2023, surtout si on prépare un prochain bull market, en tout cas sur quelque chose où on veut faire un portefeuille pour justement préparer le prochain bull market, où on va avoir des acteurs qui sont déjà instanciés et des acteurs qui sont en cours de construction, sur lesquels ça peut être intéressant. Alors déjà au niveau de mon modèle, très simplement ce que j'ai effectué, c'est que j'ai pris ceux sur lesquels on a le plus structurellement quelque chose qui est intéressant en termes de graphique, et aussi sur lequel on a déjà un écosystème très développé, où on a à côté beaucoup d'incentives qui en attente de déploiement pour pouvoir développer l'écosystème, et dans lequel on a aussi beaucoup de nouvelles qui sont effectuées. Je n'ai pas pu mettre, bien évidemment, toutes les crypto-monnaies, j'ai dû faire une sélection, et c'est forcément ma sélection, donc il est possible qu'il n'y ait pas la vôtre, mais je parlerai d'un certain nombre en mention, en tout cas notable, par la suite, à la fin de cette vidéo, dans lequel on peut avoir un gros intérêt, mais ce n'est pas forcément celle sur laquelle je vais vous présenter tout de suite. Alors, avant de commencer, pour rappel, c'est simple, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez et partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on attaque tout de suite. Alors, avant de commencer, et oui, encore avant de commencer, mais là-dessus, forcément, je vais vous présenter les cryptos. Je ne vais pas vous présenter BTC, je ne vais pas vous présenter Ethereum, mais c'est simple, si vous construisez un portefeuille crypto, en tout cas c'est mon avis, vous devez avoir du BTC, vous devez avoir de l'Ether, si vous en avez pas, bon, malheureusement, votre socle structurel n'est pas opérationnel, et c'est pas quelque chose sur lequel vous avez un bon stand en fait nécessaire au niveau des différentes cryptos. Donc je vais vous présenter à côté celles sur lesquelles vous risquez d'avoir une accélération, et sur lesquelles c'est des projets qui ne sont pas Ether et BTC, d'accord? C'est logique. Nous avons au niveau là Matic, donc qui est la crypto-monnaie du réseau Polygon. Polygon qui est très intéressant, je vous ai déjà parlé, qui est donc une Layer 2 à Ethereum. Layer 2 n'est pas forcément approprié, c'est plus une forme de sidechain. Oui, on va avoir actuellement un véritable Layer 2 avec Hermès qui va arriver, qui est leur ZK EVM compatible, donc technologiquement on a quelque chose qui est solide. En termes d'écosystème, je vous refais pas tout ce que je vous ai déjà dit, mais on a plus de 37 000 applications décentralisées, c'est vraiment quelque chose qui est colossal et qui a énormément d'argent. Structurellement, nous sommes actuellement toujours dans la spot zone, nous avons déjà eu une grosse accélération avec une première phase, consolidation, deuxième phase, et ensuite décélération. On a déjà dépassé les 1$, sur lequel on a déjà fait beaucoup de profit pour ceux qui ont récupéré, qui ont suivi justement les différentes informations que j'avais données à cette époque-là, sur lequel on avait une accélération en venir, avec un break of structure qui avait été fait, et dans lequel on a rangé par-dessus. On est toujours dans la spot zone, dans lequel c'est intéressant, et à venir, structurellement, c'est quelque chose qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target au niveau de Polygon ? Un petit peu compliqué de se fixer sur des targets très long terme. Si on considère qu'on est dans une schématique héliotiste, et ça va être un petit peu la pattern que je vais vous proposer à chaque fois, sur une vague 1, vague 2, vague 3, avec un 618 à 5$ sur Matic. Mais on pourrait très bien dépasser fortement ça, si jamais on arrive sur un bull run très fort, et dans lequel on a une valorisation ou une survalorisation de Polygon, parce que quand on regarde comment ils se sont développés entre 2020 et aujourd'hui, c'est colossal l'évolution qu'ils ont eue et comment ils ont réussi à capitaliser en cannibalisant énormément de technologies, et on voit qu'ils sont toujours en avance de beaucoup sur beaucoup de domaines, et c'est aussi une des forces de Polygon. Ensuite, nous avons Sol, la crypto-monnaie de la blockchain Solana. Alors là-dessus, beaucoup de personnes vont dire oui, bon, Solana il est mort parce que ça dépendait de FTX, etc. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que je considère deux choses. C'est que, oui, Solana a morflé avec FTX, mais par contre, on crachait beaucoup sur Solana en disant que derrière, on avait un VC très fort qui était FTX, donc on avait derrière, on parlait d'une blockchain qui était liée à la centralisation, et donc forcément, on n'était pas une bonne blockchain. Bon, là, dans le sang, oui, ils se sont défaits de leur VC capital, ils ont vraiment souffert en termes de sol, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Solana qui est dans les alentours de 11$, mais on est libéré de cette partie liée très fortement à FTX, et on a pu cette partie-là, et ce qui est plutôt positif. Surtout que Solana, il faut prendre en considération que c'est une blockchain qui a surperformé
au précédent bull run, qui a acquis énormément de notoriété et surtout un écosystème d'applications décentralisées colossal alors qu'elle n'est pas EVM compatible. Alors qu'on ne peut pas coder en Solidity qui représente 80%, 90% des applications actuellement sur les blockchains. Donc, ça veut dire que Solana a réussi à séduire avec sa technologie, avec les kits de développement qu'ils produisent, avec tout ça, et donc c'est une des forces de Solana, et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer Solana. Oui, ça a morflé, mais à côté, je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont réussi à avoir autant de transactions sur les NFT que Ethereum. Solana n'est pas à sous-estimer, Solana a un écosystème très fort, Solana a réussi à attirer des personnes qui développent avec les kits de Solana et qui n'iront pas sur de l'Ethereum ou sur du Solidity, parce que ils ont appris leur langage, et donc c'est pour ça qu'ils sont structurellement sur quelque chose qui sont proches à Solana. Donc derrière, au niveau de la structure même, oui, on a cassé en dessous de ma spot zone, on est allé chercher des zones très très fortes qui correspondent principalement à cette zone de réaccumulation avant l'accélération, donc on est dans quelque chose dans lequel on accélère, et quand on regarde Solana, on aurait pu considérer que Solana allait à zéro. Moi, personnellement, je pensais aussi qu'on allait avoir potentiellement une cassure très forte pour aller chercher un Solana peut-être à 7$, 5$ dessus. Ça ne s'est pas passé, parce que Solana est solide, et beaucoup plus solide que, en tout cas, que ce qu'on escompte, et que l'image qu'on lui donne. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer comme target pour un prochain bull run? Toujours même schématique, vague 1, vague 2 Idiotis, donc on attend la vague 3 d'Idiotis, qui est généralement la plus forte, qui nous amènerait à une target de 1,618, 1,618 avec un Solana à 440$, donc quelque chose qui est assez fort, et pourquoi pas au-dessus, 500, si jamais on se retrouve, pareil, sur une surperformance de Solana par rapport aux autres cryptos, même si on a tendance à voir que l'année 2023, et ça, ce sera une prochaine vidéo que je vous proposerai, certainement dimanche prochain, sur les technologies à prévoir en 2023, c'est vrai que l'année 2023, on se dirige vers l'interopérabilité et le ZK Rollup, donc la notion de scaling, mais ça on en discutera la semaine prochaine dessus. Mais pour moi, on a quand même des belles performances à venir au niveau de Solana. Ensuite, nous avons Avax. Alors Avax, pareil, blockchain très intéressante que je suis déjà depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de fun autour, oui. Par contre, Avax, c'est du solide, quand on regarde un petit peu comment c'est construit, c'est quelque chose qui a déjà un consensus qui est à part, qui est son propre consensus, qui a des performances juste de dingue, et qui est donc une blockchain de Layer 1, qui est capable d'être EVM compatible, mais pas que, qui propose énormément d'outils, et notamment une conceptualisation, une construction autour de 3 chaînes, pour augmenter la scalabilité et augmenter la résilience du réseau, et quelque chose que j'aime beaucoup dans le concept d'Avax. À côté, on a pas mal d'incentives qui en attente au niveau d'Avax, on le sait déjà depuis un certain temps, et quand on regarde un petit peu les évolutions qui ont eu lieu, avec les subnets qui sont construits, qui sont développés, qui sont des mini-réseaux, justement, Avalanche, dans lesquels on a structurellement la possibilité de paramétrer, de privatiser le réseau, et de le raccorder, oui ou non, à la partie publique de la blockchain. Et à côté, ils ont créé la possibilité de créer des messages d'interconnexion et de l'interopérabilité sur les subnets sans passer par la public blockchain, ce qui est plutôt positif, et ce qui est vraiment positif sur le long terme. En termes de target, on est en bas de la spot zone, on est dans la pattern vague 1, vague 2 Heliotis, donc pareil, ce qu'on attend c'est une grande vague 3 impulsive, dans lequel on irait chercher le 1,618 à 250$, sur lequel on aurait vraiment des belles perspectives, et encore une fois, Avalanche, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec l'Avalanche Submit, bon bah, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se construire, on a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, et ce qui est plutôt très fort, et qui a des belles perspectives pour la suite. Ensuite, nous avons Atom. Alors Atom, la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos, Cosmos qui est utilisé comme étant le plus gros SDK de construction de blockchain, on a la BNB Chain qui a des constructions, on a Terra Luna, on a beaucoup de gros acteurs qui sont dessus, parce que c'est le kit de développement le plus utilisé actuellement et le plus simple d'utilisation. À côté Cosmos, on a une volonté d'aller plus loin. Une proposition qui tourne autour de Cosmos 2.0 qui a été rejetée mais qui est en train d'être reproposée sous forme de petits bouts pour donner une nouvelle valeur à Atom, mais clairement on a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur Cosmos Atom, et c'est pour moi un acteur qui a déjà un écosystème excessivement développé, un kit de développement excessivement développé, et donc
pour moi, a besoin juste de ça pour aller plus loin. Surtout que Cosmos est au cœur de l'IBC protocole, donc qui est un protocole qui permet d'aller sur l'interopérabilité. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi et à suivre, sur lequel déjà on a eu un beau break of structure et un retest qui est en train d'être effectué. On est dans notre spot zone, donc pour moi on est sur quelque chose d'intéressant au niveau d'Atom, avec derrière une perspective de vague 1, vague 2, pareil, hein, vague 1, vague 2, avec une target qui nous amènerait à une vague 3, à 1,618 à 75$ pour de l'Atom. Encore une fois, quelque chose qui est très intéressant sur le long terme, surtout que l'Atom, on peut le stacker on-chain et gagner beaucoup de airdrop liés aux différents projets qui sont construits sur Cosmos, et donc ça a toujours une valeur très forte, surtout qu'on a plein d'autres projets construits sur Cosmos sur lesquels on a une valorisation qui est intéressante. Je vous en ai déjà parlé quand je vous ai fait une vidéo Top Cosmos dessus. Ensuite, on a Aave. Alors, Aave est un protocole très important dans la DeFi actuellement. C'est un protocole qui récupère énormément de liquidités, qui possède une des plus grosses TVL sur l'ensemble de la DeFi, sur lequel c'est un système de lending, donc c'est-à-dire qu'on dépose des fonds et ils sont utilisés et empruntés par d'autres utilisateurs à travers un smart contract, et surtout, Aave, c'est un des protocoles dans lequel on a un DAO qui est rentable, donc vraiment un protocole de DeFi qui est rentable sans génération de dilution du token, d'accord, qui est très important. Ça veut dire que actuellement, pour moi, si je devais aller sur un token de DeFi, ce serait Aave, parce que pour moi, ça reste quelque chose qui, en termes de tokenomics, est intéressant, qui, le protocole lui-même a fait ses preuves, qui continue à développer fortement, on a un stablecoin qui arrive, on a beaucoup de choses, je pense, qui vont arriver en 2023-2024, bon, Aave, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très fort en termes d'écosystème. Et si on le compare avec Curve, le CRV, alors le CRV, oui, on est encore en génération de CRV, donc on est de la dilution très forte au niveau du CRV, et c'est aussi ce qu'on appelle la CRV War, mais que se passera-t-il quand il n'y aura plus de CRV? C'est la grande question, tout le monde se pose cette question. C'est une question qu'on ne se pose pas avec, justement, Aave, c'est pour ça que c'est intéressant, surtout que nous sommes en bas de la spot zone, on a eu une accélération, on voit qu'on a une résilience très très forte au niveau du cours déjà depuis un certain temps, avec un rachat massif, on a beaucoup de nouvelles de constructions qui sont faites, donc pour moi, c'est quelque chose qui est très fort et très intéressant, et quand on se projette un petit peu sur les targets qu'on pourrait se faire, et qu'on fait justement cette grande vague 1, cette grande vague 2, bah ça nous amène à un 618, et vous allez voir, un 618, on est sur un AV à 1000$, 1100$, quelque chose qui est colossal. Après, on parle d'un des protocoles les plus rentables en termes de DeFi, sans dilution de tokens, avec derrière un véritable DAO décentralisé. Bon, bah, on est sur quelque chose qui est vraiment, vraiment très très fort, et dans lequel on a d'autres projets qui sont en train de se greffer dessus, et qui sont gérés par Aave. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui a une véritable valeur, et qui aura une véritable valeur plus on avance dans les différents temps. Alors, ensuite, je vais vous proposer deux autres choses. Je vais vous proposer des projets qui sont lancés, dans lesquels on a quand même un intérêt fort. Oui, peut-être que derrière, on n'a pas forcément toutes les informations, mais je vais vous expliquer pourquoi je vais en parler, et pourquoi certains ne vont pas avoir de token, et pourquoi ça va être intéressant d'en discuter. Alors, nous avons, dans un premier temps, Orbs. Alors, Orbs, ce qui est intéressant de voir au niveau de Orbs, c'est que nous avons un cours, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain temps, c'est un protocole qui, j'en ai pas parlé avant parce que j'attendais qu'il y ait pas mal de nouvelles, et là il commence à avoir des nouvelles qui sont très intéressantes. Orbs, c'est un protocole qui a pour vocation vraiment de résoudre la problématique de gestion de smart contract, on va en discuter tout à l'heure. Mais techniquement, on est en même temps dans une zone dans laquelle on est pile poil dans l'order block avant l'accélération haussière, on est dans une distribution dans laquelle nous sommes dans le sign of witness, et ce que l'on peut attendre, du coup, c'est le trust nouvel ATH. Et pourquoi c'est intéressant? Alors là-dessus, je vais basculer sur autre chose, pour vous montrer justement pourquoi c'est intéressant, c'est on va aller regarder au niveau du site pas mal de choses, et on va rester un petit peu là-dessus. Parce que on a le principe d'Orbs, c'est de créer la possibilité, très simplement, de pouvoir créer des smart contracts et l'utilisation de la blockchain. Le but principal, quand on regarde un petit peu justement leur white paper, c'est vraiment de pouvoir donner la possibilité aux entreprises de pouvoir créer un petit peu à la volée, comme ils le souhaitent, vraiment comme ils le souhaitent, une différente blockchain, ou en tout cas les smart contracts nécessaires.
avec à côté des consensus qui sont différents, qui sont auto-adaptables, où on a justement la Byzantine Fault Tolerant, alors qui n'est pas asynchrone comme on peut retrouver sur Phantom, mais qui est quelque chose qui est plutôt simple d'utilisation et qui est plutôt qui a fait sa preuve en fait depuis déjà un certain temps. Et ensuite on a les smart contracts dans lesquels on peut les écrire dans n'importe quelle langue et qui sont très simples d'utilisation, qui sont non déterministes, donc ça veut dire qu'ils sont très simples aussi d'exécution, et on a directement intégré dans les smart contracts des oracles et des off-chain interopérabilité et des cross-chain interopérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, on peut directement, à travers les smart contracts, construire n'importe quel smart contract et s'interfacer avec n'importe quelle blockchain. Ce qui, pour une entreprise, est essentiel pour pouvoir déployer rapidement son écosystème. Et ce pourquoi, en fait, il construit sur une blockchain. L'idée, elle est vraiment de simplifier tout en offrant toutes les fonctionnalités au sein de sa blockchain, et c'est quelque chose qui est intéressant, surtout quand on regarde un petit peu l'écosystème qui est déjà déployé, à savoir que on a déjà beaucoup de blockchains sur lesquelles on supporte, alors bon, Harmony on va pas en discuter, mais on a Polygon, Ethereum, Binance, Avalanche, Solana, Phantom, qui sont des blockchains fortes, très très fortes, et on a à côté des différents exchanges, on a les wallets qui sont interfacés, on a la DeFi qui est interfacée, on a quelques social impact qui sont faits, mais on a déjà un écosystème qui est en cours de développement déjà depuis un certain temps. On a aussi, à côté, une période d'incentive qui va arriver en 2023. Ça, c'est des informations qu'on a commencé à récupérer, ou en tout cas, qui ont commencé à leaker. Et donc, ça veut dire aussi qu'on va avoir un écosystème qui va développer. Mais surtout, le but de Orb, et quand on regarde vraiment au début, ce n'est pas de construire quelque chose qui va être vraiment une public blockchain, c'est vraiment quelque chose qui est designé pour les entreprises. C'est une blockchain d'infrastructure pour les entreprises et l'utilisation. Et rappelez-vous, moi ma démarche que j'ai, quand je regarde en fait une blockchain qui est liée principalement à des use cases, c'est ok, est-ce que elle est ouverte? Donc si elle est ouverte à ce moment-là, ça veut dire qu'elle touche le grand public. Est-ce que les applications qui sont construites dessus ont un but pour le grand public, et est-ce qu'il y a un écosystème de ce style-là? Et quand on est sur une blockchain qui est pour les entreprises, c'est est-ce que ça répond à des besoins structurels d'entreprise dans l'utilisation, et quand on regarde que c'est quelque chose qui est justement serverless, sous une forme de cloud et de cloud computing intégré directement dedans, avec un stack purement blockchain, bon, bah, technologiquement, oui, on est sur quelque chose qui est intéressant, et dans lequel on peut avoir une très grosse performance dans l'avènement. Pourquoi? Parce que les entreprises commencent à s'intéresser de plus en plus à la blockchain. Donc ça veut dire qu'on a des nouveaux produits, on a des produits spécialisés de blockchain qui répondent à un besoin, oui, mais les entreprises ont aussi besoin d'une blockchain simple d'utilisation pour pouvoir construire et porter leurs solutions dessus, sans forcément passer par un tiers autre. Et c'est pour ça que Orbs, en tout cas, me paraît intéressant par rapport à ça, surtout si on regarde un petit peu au niveau du smart contract, on voit qu'on a une total supply de 10 milliards qui est fixe, et donc derrière, on va avoir quelque chose qui, à un moment donné, si elle est vraiment utilisée par les différentes sociétés, on va se retrouver sur quelque chose qui risque de performer, ou en tout cas, qui risque de retester son ATH, et on risque d'avoir quelque chose qui va être intéressant. Ensuite, nous avons Celestia. Nous avons Celestia, un projet d'interopérabilité, je vous en parle déjà depuis un certain temps, d'interopérabilité, surtout de modularité au niveau des différentes blockchains. Donc le but, c'est de pouvoir offrir différentes stacks aux différents développeurs, pour pouvoir dire, bon, voilà, tu as juste besoin du consensus, on te met le consensus à disposition sous une forme d'API, tu l'utilises comme tu veux, et c'est très très simple. Voilà un petit peu l'explication simple, c'est-à-dire qu'on peut choisir ce que l'on souhaite. Est-ce qu'on va juste sur la data layer et le consensus? Est-ce qu'on va juste sur l'execution layer? Est-ce qu'on va juste sur la gestion des smart contracts? Et c'est cette notion de modularité qui permet de la flexibilité pour les entreprises, c'est-à-dire de se dire, ok, ben j'utilise peut-être Orbs pour faire quelque chose, derrière je vais interfacer avec Celestia pour avoir accès à, par exemple, tout simplement un consensus ou un data layer qui me correspond mieux, et je vais pouvoir construire ma blockchain et maintenir les deux très facilement. C'est le principe vraiment de Celestia, c'est de se casser de cette notion de monolithique, donc une notion où tout est fait dans la même blockchain. Et si on regarde un petit peu, on voit bien que la notion de blockchain pour eux, il y a plusieurs layers, il y a la data availability layer, qui est la donnée stockée et l'accessibilité à cette donnée-là, on va avoir le fait d'exécuter des smart contracts, et on va avoir les smart contracts en eux-mêmes, qui sont en fait les trois socles, et en fait ils vont mettre à disposition ces trois socles, soit l'un, donc on peut choisir d'en avoir qu'un, soit avoir accès à tout. Et c'est ce qui est aussi intéressant. Nous avons Axelar qui est justement spécialisé
dans la cross-chain, donc ça veut dire dans l'interopérabilité. Le but, c'est de mettre à disposition une API qui permet tout simplement de s'interfacer avec n'importe quelle blockchain. Ça veut dire que directement, on peut passer d'une blockchain à l'autre sans se poser de questions. Donc on peut passer via une API, donc quelque chose qui est très simple d'utilisation pour un développeur, d'une blockchain A à une blockchain B, sans avoir déjà de gros frais, sans avoir à se poser des questions sur quel est le bridge à utiliser, comment gérer les tokens, est-ce que le token va être wrap, non wrap, comment ça va être effectué. Là, ce n'est pas du tout de cette façon-là, ça va très simplement, on transite des tokens, on transite de la data très facilement via Axelar, et ça va être, je pense, une des briques fonctionnelles qui risque d'être absorbée dessus. Et si on regarde un petit peu, on va avoir par exemple Axelar et Celestia qui sont complémentaires, parce que Celestia offre justement une notion de modularité, et Axelar offre, à travers justement son API, quelque chose qui est simple, et l'interopérabilité. Donc si on prend Celestia et Axelar, on est en full modularité, et on peut ponctionner un bout sur Axelar, s'occuper de l'interopérabilité via Axelar, et prendre des bouts sur Celestia, et construire sur une autre blockchain si on le souhaite. Et c'est aussi la force de l'écosystème qui est en train de se construire actuellement. Donc pour rappel, Axelar, c'est l'AXL, je vous ai déjà fait une vidéo dessus au niveau du token qui est sorti. On a, attention, un une très grosse expansion actuellement au niveau du token, donc il faut impérativement le stacker si on veut ne pas avoir souffrir de dilution. On a à côté Celestia, on n'a pas encore de token qui est annoncé, et dessus, voilà, on faut toujours faire très attention au niveau des tokens dessus, c'est des projets qui sont en cours de construction, qui sont en cours de développement, même quand on regarde Axelar, ils ont lancé une incentive de 60 millions de dollars, mais on sait que c'est quand même un projet qui est en cours de développement, et qui reste en développement pendant un certain temps. À côté, nous avons Starknet, Starkware exactement, qui est une société qui existe déjà depuis un certain temps, qui est connue pour la création des Stark, qui est une preuve justement cryptographique à part entière, et ils ont lancé Starknet, qui est depuis le septembre vraiment live, avec derrière un nouveau langage de programmation qui s'appelle le Cairo, qui est très performant et qui permet vraiment de pouvoir déployer des smart contracts très très forts. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que Starknet, qu'est-ce que c'est? Starknet, c'est ce qu'on appelle un ZK Rollup, c'est donc quelque chose qui va utiliser le Zero Knowledge Proof, qui est une preuve cryptographique de validation d'une transaction sans connaître l'historique. Donc qui est quelque chose qui est mathématiquement très compliqué, mais qui fonctionne très très bien. Et le principe de rollup, c'est-à-dire qu'on va prendre plein de transactions, on va les valider, et on va instancier cette preuve de validation sur la blockchain souche, qui va être Ethereum dans le cas de Starknet, parce que c'est une layer 2 d'Ethereum. Et c'est aussi une des forces, c'est-à-dire que Starknet offre des faibles coûts, vraiment très très faibles coûts, et en même temps une rapidité d'exécution très très forte. Et c'est justement cette notion de scalabilité, d'hyperscalabilité que Starknet nous offre. Je vous ai parlé de Matic avec Hermès, qui est aussi un ZK EVM compatible, ce qui n'est pas le cas de Starknet. Starknet a décidé de mettre en place quelque chose qui est non EVM compatible pour laisser la force du Cairo prendre le dessus, parce que c'est un langage qui est spécialisé dedans. Ensuite, nous avons ce projet Eclipse. Alors, Eclipse, c'est un projet que je suis déjà depuis un certain temps, je vous en ai pas parlé parce qu'il y a assez peu d'informations, j'attends d'avoir beaucoup plus d'informations, mais pour vous faire comprendre ce qu'est Eclipse, Eclipse c'est un mix d'un peu tout et bien fait. Alors, ce qui est très intéressant, globalement, c'est le principe, alors voilà, le testnet n'est même pas encore ouvert à tous, il faut vraiment s'inscrire, mais on va arriver jusqu'à 100 000 transactions par seconde avec vraiment des choses qui sont très très fortes, on va en discuter tout à l'heure, et qui va utiliser toutes les technologies qui existent actuellement. Et c'est aussi une des forces réellement d'Eclipse. À savoir que si on reprend l'exemple de Vitaly Buterin, c'est que si on veut utiliser la blockchain pour faire tout dans les use cases, il faut énormément de transactions par seconde. Là on parle de bien de notion de notification, c'est une des raisons pour lesquelles Eclipse est intéressante. Alors comment ça fonctionne? Clairement, ça utilise toutes les technologies, c'est ce qu'on appelle un ZK Sync, donc qui va être une zone en fait d'exécution très forte, et ensuite on va avoir tout un système de gestion qui va utiliser Ethereum, mais qui va utiliser aussi Celestia, Solana, à travers les différentes couches de settlement qui vont être effectuées. Donc on a une layer 3 qui effectue l'exécution, on a une layer 2 qui fait le settlement, et ensuite on a la layer que l'on souhaite pour faire le consensus et la data availability. Et c'est une des forces réellement d'Eclipse, et c'est une des raisons pour lesquelles c'est un projet à suivre. Là-dessus, attention à ne pas chercher le token Eclipse de la blockchain n'existe pas encore, et donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et ne pas chercher justement Eclipse au niveau de la DeFi.
Alors pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'autres projets, rapidement, des mentions, voilà, sur lesquelles j'en ai pas discuté, mais on va parler de Phantom, FTM, qui est un projet très intéressant, de Layer 1 monolithique, EVM compatible. On va avoir EGLD qui s'appelle maintenant Multiverse X, qui est aussi très intéressant. On a plein d'autres petits projets dans lesquels je ne vais pas en parler, mais voilà, là je vous parle vraiment de mon top pour 2023, avec des projets construits, sur lesquels moi personnellement je vais suivre, et je vais continuer à investir sur cette période-là. Je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.